suis né en 1933, donc il n'y a plus beaucoup de témoins autour de moi. Je ne dis pas que je suis le seul survivant, mais quelque part j'ai toute mon histoire derrière moi, exactement, qui me permet de pouvoir évaluer actuellement cette accélération de toutes les transformations et les métamorphoses de l'humanité. Tout va aller très vite et je vais m'expliquer là-dessus, bien sûr. L'homme va complètement changer et être dans la nécessité de le faire, de changer complètement, je dirais, son niveau de conscience. Je suis issu d'une famille de 8 enfants, donc mes parents ont été des gens aimants pour leurs enfants. Quelles que soient toutes les tribulations qu'ils ont pu voir, la guerre, etc., après la guerre et tout ça, nous habitions Paris, pas loin du bois de Vincennes, par là, on avait un grand appartement. Et puis, j'ai fait mes études, j'allais au lycée à Paris, au lycée Charlemagne, très célèbre. Et malheureusement, à 12 ans, il m'est arrivé un accident assez grave. J'ai perdu la vue d'un œil à la suite d'un accident d'escrime au lycée. Donc ce gosse de 12 ans, tout d'un coup, n'avait plus la capacité de voir les choses comme on pouvait les voir avec 2 yeux. Donc j'avais plus la perception du relief, et plus de profondeur de champ, comme on dit. J'étais incapable de me verser un verre d'eau, etc. En plus, il y avait une grande déception pour moi. La seule chose dont je rêvais à l'époque, quand j'avais 12 ans, c'était de devenir aviateur. Donc j'avais vu les avions, j'adorais les avions, j'allais à tous les meetings avec mon père, on allait voir des avions. Et évidemment aussi, j'en ai vu énormément pendant la guerre, même qui mitraillaient. Mais pour moi, c'était des engins qui étaient absolument terrifiants, pour beaucoup de gens, bien entendu, mais moi j'étais en admiration. Et j'allais m'asseoir parfois, je me rappelle encore, après le débarquement, avec mon frère et les amis, on allait s'asseoir sur une petite colline et on regardait les Américains bombarder un pont, un viaduc. Ils n'y arrivaient pas, les mecs. Le passer en long, ça marchait pas, en large, ça marchait pas non plus. Et ils se sont fait descendre quelques avions par la FLAC, ce qu'on appelait la DCA allemande. Et alors nous, tout de suite, on cavalait aller voir les Américains parce qu'on voyait le parachute qui descendait. Bon, tout ça, c'était pour moi quelque chose qui était quelque chose d'extraordinaire. J'avais quel âge à l'époque? En 44, j'avais 10 ans. Hein. Donc tout paraissait comme un conte de fées quelque part. La guerre n'a jamais paru pour moi quelque chose de terrifiant. C'était un peu comme si j'étais à Disneyland. Alors évidemment, je peux pas raconter ça maintenant alors qu'on a vu tous les drames, les morts, etc., les mitraillages et tout ça. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est à 17 ans d'avoir un brevet de parachutiste. Et pour moi, ça a été une révélation aussi parce que c'était me prouver à moi-même que j'étais capable. Il faut comprendre qu'après la guerre, la vie était très physique, pour beaucoup de gens encore. Les gosses, en général, on était avertis de tous les dangers. Le principe de précaution n'existait pas. Moi, j'étais scout à l'époque, c'était un grand mouvement, je dirais, national. Il y avait 300 000 scouts en France. Hein. C'était énorme et on défilait aux Champs-Élysées à l'époque. Hein. Donc c'était tout de même quelque chose qui était institutionnalisé, si je peux dire. Bon, alors c'était des scouts catholiques, protestants, machin, tout ça, etc. Mais en fait, ça avait beaucoup d'audience chez les jeunes. Et là-dedans, quand on rentrait chez les scouts, c'était une aventure. Une aventure physique, une aventure où c'était avant tout dominer nos peurs, et on était capable de faire n'importe quoi, on n'a jamais eu d'accident. La grande déception que j'ai donc fait des études qui n'ont plus rien à voir avec ce que je voulais faire, à savoir que j'ai fait l'école supérieure de commerce, une licence en droit maritime. Bon, ça m'a pas beaucoup servi. Et puis, mon père avait bien sûr été un industriel, il avait des scieries, et donc il avait une exploitation forestière, etc. Et il voulait que je reprenne ses affaires, c'était normal. J'ai jamais voulu. Donc c'est mon beau-frère cadet qui l'a repris derrière. Et moi, j'ai travaillé dans toutes sortes d'entreprises, à l'époque aussi dans le bâtiment, dans la banque, enfin je faisais toutes sortes de choses qui me plaisaient pas du tout d'ailleurs. Et puis, les dernières entreprises que j'ai faites, c'était dans le pétrole. Bon, alors j'ai occupé un poste important dans une filiale du groupe Elf Aquitaine,
qui est devenu Total par la suite. Mais j'ai fait le tour du monde dans tous les cas. J'étais chargé de créer des bureaux de représentation, etc. dans le monde Moyen-Orient, le monde arabe, en Amérique du Sud, en Chine, à Hong Kong, au Japon, enfin bref, partout. Donc j'étais sans arrêt en voyage. Donc à ce moment-là, j'étais marié et j'ai eu 3 enfants, qui sont toujours vivants, bien entendu, et qui ont maintenant dépassé largement la 50aine. Donc, ils vont allègrement vers les 60. Et j'ai en tout 5 petits-enfants. J'ai une fille qui est américaine, qui vit à San Francisco, etc. Bon, bah, bref. Donc tout ça, j'ai pas perdu le fil avec la famille, bien au contraire. On a une famille qui est très unie, mais de très différents, bien sûr, dans tout dans les caractères, dans les réactions et tout ça. Et moi, je suis considéré un peu comme une espèce de franc-tireur qui a disparu des écrans radars, je suis devenu complètement insaisissable à partir du moment où j'ai quitté complètement toute activité, je dirais, dans des grandes multinationales. Personne ne comprenait ce que je faisais. Maintenant, ils s'interrogent vachement. Et surtout mon fils, parce que toujours, comment dirais-je, la révolte du fils contre le père. Bien connu ça. Bon, non pas qu'il était en révolte avec moi, mais enfin, il aimait bien me contredire. J'ai laissé faire. Je suis pas rentré dans cette dialectique. À 27 ans, je suis rentré dans les affaires, comme on dit. J'étais pas encore dans le pétrole, j'étais dans le meuble. Donc c'était dans le Jura. J'étais le directeur d'une entreprise moyenne, une PME, qui marchait très bien, qui faisait des meubles à éléments. Et j'étais directeur commercial, etc., financier, tout le truc. Bon. Et là, j'ai pas supporté. J'ai vu ce que c'était une entreprise, et j'avais pas du tout cette idée-là. Moi, j'avais placé ça dans une espèce d'idéal, en disant que c'est une fraternité de gens qui se rencontrent, etc., qui font quelque chose ensemble. Pas du tout. C'était une compétition, une rivalité, et on me foutait les pots de banane partout. Bon. Alors évidemment, tout ça, ça m'a stressé énormément. Et il s'est passé une chose, c'est que j'ai fait une espèce de maladie, ce qu'on appelle une angiocolite. C'est tout simplement une infection généralisée de tout le système digestif avec hépatite. Donc le chirurgien qui m'a opéré, c'était un copain, je le connaissais là-bas, dans le Jura. C'était sa première grande opération. Donc il avait plus la trouille que moi, enfin je l'ai su après. Et il m'a opéré, il m'a ouvert du sternobalen. Il m'a mis tous les boyaux sur la table. Alors il m'a enlevé la vésicule, l'appendice en passant, etc. et tout ça. Bon, bref, il m'a recousu, et puis je suis tombé dans le coma. Bon, j'étais complètement ailleurs, si je peux dire. Et c'est là où il s'est passé cette espèce de voyage, où pour moi ça a été quelque chose qui a été extrêmement important dans ma vie. Et là j'ai commencé à comprendre que la mort n'existait pas. À savoir que à un moment, dans ce coma, je me suis retrouvé près de la fenêtre. Alors à l'époque, c'était au mois de septembre, je me souviens, c'était l'été indien, dans le Jura, c'était magnifique, le soleil, comme aujourd'hui, les rousseurs, l'automne, etc. et tout ça. Et j'étais près de la fenêtre, et je me regardais dans mon lit. Et c'est là où, à ce moment-là, est entré tout l'état-major qui s'était occupé de moi au niveau médical, mon médecin traitant, le chirurgien, les infirmières, d'autres copains, etc. Enfin, il y avait au moins une dizaine de personnes autour de mon cas. C'était un cas, hein, unique, hein, fallait voir. Et puis le chirurgien, il dit, ouais, c'est moi qui l'ai opéré, etc. Vous voyez, mais enfin. Et à ce moment-là, je regardais effectivement avec une espèce d'indifférence presque ce que j'étais. J'étais dans mon lit, je bougeais pas. Et par contre, moi, j'étais là, dans toute la possession de mes moyens, libérés de la matière. C'est-à-dire qu'on a les 5 sens qui fonctionnent. C'est incroyable, ça. L'odeur, le senti, le toucher, la vue, tout ça, etc. C'est extraordinaire, on voit presque à 360 degrés. Les couleurs sont extrêmement brillantes, scintillantes, etc. On est dans une espèce de béatitude complète. Hein. Et on se dit, incroyable cette histoire-là. Enfin, on n'est même plus dans la réflexion, on est dans l'instant, si je peux dire, où on vit une béatitude. Bon. Et ça, j'ai pu comprendre ça. Et à ce moment-là, je m'en suis aperçu d'autant mieux que j'entendais les gens. Et effectivement, il s'est trouvé un moment que
Mon chirurgien, non, son copain, un médecin traitant, me dit, bah, écoute, je suis très inquiet, on a analysé, on fait une analyse ce matin, etc., et on s'aperçoit qu'il y a une chute de potassium, et ça, la chute de potassium, c'est l'arrêt cardiaque. Si on ne fait rien, il va mourir dans la journée. J'entendais tout ça, j'étais complètement indifférent. Ah bon, je n'avais plus rien à foutre. Moi, j'étais ailleurs. Définitivement, je pensais, et je commençais une vie qui n'avait plus rien à voir, bien entendu, et c'était indescriptible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, comment dire, ressentir tant qu'on est dans notre chair. Et alors, c'est là où j'ai vu que la médecine, à l'époque, faut dire, c'était en 1960. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Ce médecin-là, ce chirurgien, il a vu qu'effectivement, il n'avait pas les moyens d'analyser ou me donner, d'avoir une vue claire de ce que j'avais au niveau de mes analyses de sang, notamment. Il avait un brevet de pilote, il y avait un petit aérodrome à côté, il a pris l'avion, il est parti à Paris, à Toussus-le-Noble, il a fait l'analyse à Paris, il est revenu avec la solution, dans la journée, et c'est comme ça que j'ai pas eu d'arrêt cardiaque. Donc à ce moment-là, j'ai réintégré mon corps et j'ai raconté tout ça à mon médecin, à mon chirurgien. Tout ça. Je lui ai dit, écoute, tu sais, je vous ai vu. Il dit, comment tu nous as vus? Oui, j'étais à côté, j'étais près de la fenêtre. Quoi, t'étais près de la fenêtre? Alors là, il a commencé à dire, le pauvre gars, il en a pris un coup. Hein. Mais en fait, quelque part, c'était tout à fait vrai. Et quand j'ai commencé à lui dire, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, vous étiez habillé comme ça. Hein, et voilà toutes les paroles qui ont été dites et que j'ai entendues. Hein. Il dit, comment tu as compris tout ça? Tu as vu tout ça? Mais je dis, j'ai vu. Quand tu étais habillé avec tel veston, machin, ou je sais pas quoi, l'infirmière que je connaissais, elle était très mignonne en plus, elle était consternée par ce qui arrivait, et elle me prenait la main. Hein. Je voyais, elle me prenait la main. C'est tout, mais ça s'arrêtait là. Bon, et alors, elle me dit, t'as vu tout ça? Ben, je dis oui, j'étais à côté, pas de la fenêtre, je te le dis. Alors le gars, là, ça l'a fait réfléchir, et il est revenu me voir plusieurs fois dans ma chambre, etc. Il me dit, mais c'est vrai, donc tu étais donc après la vie? Il dit oui, mais j'étais dans la vie, la vraie, celle qui nous est promise d'une façon immortelle et éternelle. Alors là, le mec... Là, il a fait fonctionner le gyrophare dans tous les coins, ça clignotait, et ça a fait beaucoup réfléchir. Quelque part, il y avait déjà inscrit en filigrane quelque chose d'autre qui m'était donné. Et c'était l'eau qui est arrivée à ce moment-là. Alors d'abord, bien sûr, ça a été tout un chamboulement complet au niveau de ma structure de vie. J'ai voulu aussi ensuite, quand je suis sorti du pétrole, j'ai voulu constituer une entreprise. Donc j'étais toujours dans la peau d'un chef d'entreprise. Et j'avais un ami qui était un type très bien, qui construisait des vérandas. Donc ça n'avait rien à voir avec le pétrole. Donc j'ai effectivement acheté une franchise, ce qu'on appelle. Hein. Et puis cet ami s'est cassé la figure, donc il m'a entraîné dans la faillite. Et comme j'étais chef d'entreprise, bien sûr, je n'avais pas le droit au chômage. Donc tout ça, je me suis retrouvé dans la pauvreté, absolue. Et c'est là où j'ai rencontré un phénomène qui existe toujours, qui s'appelle Michel Donia. Alors, il faut connaître ce personnage. À l'époque, il était mécanicien à bord de Air Inter. Donc, et donc, quand il revenait de vol à Orly, il avait ouvert un cabinet de thérapie à côté. Et c'est là où je l'ai rencontré. On a eu une amitié très solide et on a créé une société qui s'appelait Source Claire. Alors Source Claire, c'était l'eau. Il avait compris que cette eau était quelque chose de magique et que cette eau, en fait, il m'a dit, bah écoute, tout simplement, tu n'as pas d'argent, mais tu vas travailler avec moi et tu vas aller tirer les boutons de sonnette chez les ménagères pour vendre des appareils de purification et de dynamisation d'eau, donc basés sur le principe de violet. Donc j'ai fait ça avec une petite camionnette, donc moi, grand directeur commercial et financier, je me suis retrouvé simple vendeur à tirer les boutons de sonnette chez les ménagères. Et puis j'ai vu que ça a marché, donc j'étais payé bien sûr au noir. J'avais aucun statut particulier.
Donc c'est comme ça que j'ai réussi tout de même à payer les études encore à mon fils, qui était le dernier, à verser une pension à mon ex-femme, etc. Là, j'ai compris que je sortais d'un cauchemar qui était ma vie précédente, au niveau professionnel, qui m'avait énormément stressé. Et j'étais au bord d'un cancer du côlon. Et alors, l'entérogastrologue qui me suivait à Versailles me disait, mon cher, il va falloir qu'on vous opère, vous avez des verticules qui deviennent cancéreuses, et ça, c'est le cancer du côlon qui débarque. Et alors, à ce moment-là, je me suis mis à boire comme un fou l'eau dynamisée et purifiée de chez mon ami Michel Donia, bien sûr. Et j'ai senti une espèce de vitalité qui s'est transformé progressivement en une régénération. Et c'est là où j'insiste beaucoup. On peut boire de l'eau comme une vache à l'abreuvoir, mais ça suffit pas, même si elle est dynamisée. Il faut automatiquement y mêler sa propre projection de pensée. Et je suis allé revoir effectivement mon entérogastrologue qui me soignait à Versailles, et il m'a repassé un scanner, j'avais plus rien. Je dis quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il m'a posé la question, j'ai dit... Alors j'ai pas osé dire que j'avais bu de l'eau, parce que j'ai dit, il va me prendre pour un fou. J'ai dit non, je pense que j'ai eu une guérison. Il dit, vous avez été à Lourdes, vous avez été... Non, non, absolument pas, il n'y a pas besoin d'aller à Lourdes. Et alors, il dit, je pense que j'ai essayé d'avoir une vie hygiénique, etc. Et voilà, j'ai repris sur moi. Bon, le gars, il n'a pas cherché à savoir plus. Et puis je suis parti, je ne l'ai jamais revu. Mais ça l'a drôlement turlupiné, hein, le médecin en question. Par différentes circonstances, je me suis retrouvé dans les monts du Haut-Beaujolais. C'est en Bourgogne Sud, c'est très joli. C'est le mont des Hauts-Beaujolais, vous avez jusqu'à 500 mètres de vignes, et au-dessus, entre 500 et 1000 mètres, c'est le Haut-Beaujolais, c'est des pays de forêts, de lacs, etc. et tout ça. Donc j'ai trouvé une vieille ferme là-dedans, que j'ai louée, qui s'appelait le Chemin du Bout du Monde. Donc ça commençait bien. Et comme par hasard, j'ai trouvé là, planqué dans un bosquet, une source, une résurgence incroyable, une eau extrêmement pure, qui provenait des profondeurs de la Terre, ce qu'on appelle des résurgences. Et j'ai découvert après par la suite que ce sont des eaux qui proviennent du pôle, la fonte des glaces. Donc il y a des courants, des fleuves souterrains, à 200 ou 300 mètres sous la Terre. Donc ce qu'on appelle les puits artésiens. C'est de l'eau qui surgit. Parfois, elle ne monte pas à la surface, mais il suffit de mettre une pompe et on a de l'eau. C'est comme ça qu'en Espagne, ils ont pu cultiver effectivement énormément d'orangeraies, d'oliveraies, etc., grâce à cette eau. En Andalousie. J'ai visité tout ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est inconnu. Personne ne sait ça. Hein. Et alors, bien sûr, je suis resté plusieurs années là, dans cette vieille ferme, etc., où je suis reconstitué, j'avais une vie très simple, très frustre, etc. Et c'est là où j'ai commencé, effectivement. Alors j'avais déjà écrit un livre le premier, qui s'appelait L'eau le miracle oublié. Hein. Donc c'est le livre que j'ai écrit, effectivement, à l'époque, en 1991. Hein. Donc il y a déjà plus de 20 ans, 25 ans. Et ce livre-là a fait tout de même le tour du monde. Hein, et surtout maintenant, curieusement, ce livre-là repart à fond. Parce qu'à l'époque, les gens m'écoutaient, regardaient ce livre, ils lisaient ça, c'est très intéressant, mais ça restait simplement mental et intellectuel. Hein, bon, mais on ne cherchait pas plus loin. Et à l'époque, il n'était pas question de reconnaître à l'eau le côté, il dirait presque miraculeux, et surtout sa fonction première qui est de donner la vie. Donc, j'expliquais déjà ça à l'époque. Donc, ça a beaucoup... Et actuellement, évidemment, ce livre part parce que les gens le lisent avec le cœur et non plus avec le mental. Et je remarque des jeunes, donc des gens qui ont 25 ans ou 30 ans, se mettent à lire ce livre-là et alors, ils sont absolument stupéfaits de voir que ça n'est pas enseigné à l'école, ni chez les médecins. L'autre que j'ai fait, c'est L'insoutenable vérité de l'eau, qui est la suite un peu de L'eau du miracle oublié, qui continue évidemment toutes les découvertes concernant l'eau, et qui en rajoute, si je peux dire, beaucoup plus, bien sûr, sur le grand mystère de l'eau.
Et le troisième qui est donc celui-là, l'au-delà de l'eau, où effectivement, si tu pourras comprendre beaucoup de choses par rapport à l'eau, et surtout comment cette eau est avant tout métaphysique avant d'être physique. Donc c'est là qu'il faut comprendre, il ne faut pas se tromper de sens. Il ne faut pas monter de la matière vers l'esprit, on n'y arrivera jamais. Il faut partir de l'esprit vers la matière. Parce que la matière est un sous-produit, effectivement, de l'esprit. Donc, évidemment, c'est en termes très larges, on ne peut pas dire ça comme ça, un scientifique, hein. Mais en tout cas, on peut l'expliquer maintenant. Nous avons la capacité humaine de faire rentrer au niveau métaphysique la rationalité de cette métaphysique. J'ai donc commencé effectivement à étudier l'eau sérieusement, et en fait, j'ai pu l'étudier parce que je connaissais rien. J'ai aucun diplôme scientifique, rien du tout. Je me suis intéressé un peu à la chimie, j'ai fait 1 an de chimie organique quand j'ai commencé mes études supérieures, parce que déjà je trouvais absolument fabuleux toute cette association de cette chimie organique qui fabriquait toutes les réactions métaboliques de notre corps. Donc ça me fascinait. Bon, je n'ai pas été plus loin. Donc je suis resté avec ça dans l'idée que la première question que je me suis posée, mais comment fonctionne l'eau ? Et je suis allé encore dernièrement, justement, à l'UNESCO, où il y avait un grand congrès sur l'eau, mondial. Il y avait Marc-Henri, il y avait Luc Montagnier, prix Nobel, machin, tout ça, des Allemands, des Italiens, des Américains, etc. Chacun a pris la parole pour dire, en fait, on ne comprend toujours rien à l'eau. Ça reste un des plus grands mystères de l'univers. Et pourquoi ? Il faut comprendre que notre science actuelle est une science qui est complètement dichotomée, comme on dit. C'est-à-dire, elle est coupée en rondelles de saucisson, et chaque particularité, chaque science, en quelque science, est spécialisée. Et ces spécialités-là ne se comprennent pas. Un chimiste ne comprend rien à ce que fait un physicien ne comprend rien à ce que fait un médecin ne comprend rien à tout, à peu près. Ça, il faut le voir. Et en définitive, l'eau est complètement exclue dans toutes ces sciences-là. On n'en parle jamais. Oui, c'est nécessaire, point final, c'est tout. Alors moi, j'avais un terrain vierge, complètement vierge. Donc je suis un peu l'ignorance qui se sait. Donc c'est ça, il faut garder l'humilité, il faut garder cette espèce d'émerveillement, et de dire, on est devant un des plus grands mystères du monde, du moins dans le monde physique. C'est ce qui a fait apparaître la chair et la matière. L'eau a été en quelque sorte l'autoroute de toute cette information. Je me suis aperçu que, en fait, il fallait faire un travail de recherche, de compréhension. L'eau est omnisciente, en fait. Elle recouvre toutes les disciplines qu'on a pu créer, nous, l'homme, que ce soit la chimie, la physique, etc. Cette science de l'eau, si je peux dire, elle n'a jamais été aussi nécessaire actuellement que dans aucun moment du monde. L'eau a toujours été sacrée dans les anciennes civilisations. On buvait de l'eau, elle était conservée dans des jarres d'obsidienne, par exemple, etc., qui dynamisaient l'eau naturellement. Les gens la buvaient, etc. C'était une eau originelle qui avait cette capacité de la vie. Alors maintenant, il n'y a plus rien du tout. Les eaux de distribution urbaine, il ne faut pas oublier maintenant que les 3/4 des habitants de la planète habitent dans des villes. Par conséquent, c'est fini le petit village du coin qui, avec son puits, machin, et on allait chercher de l'eau à la fontaine, etc. Terminé ça. Terminé. Tout est souillé de toute façon par l'agriculture industrielle en plus. Donc il y a le lessivage des sols qui entraîne bien sûr toutes ces engrais chimiques, etc., et qui tuent complètement l'eau et l'oxyde complètement. Donc par conséquent, on traite de l'eau qui nous est distribuée, qui est une eau qui nous met automatiquement sur des terrains de dégénérescence. Donc l'eau concourt actuellement, l'eau ordinaire, concourt actuellement à notre dégénérescence. Donc l'eau peut apporter la vie, mais elle peut apporter la mort, bien entendu, tout dépend de la pensée de l'homme et de la façon dont elle la considère. Donc l'eau est considérée comme une marchandise maintenant. Il y a d'ailleurs, commence à avoir une guerre de l'eau. Après la guerre du pétrole, ça va être la guerre de l'eau. On aura les deux ensemble, et ça sera le feu d'artifice final pour changer de conscience. J'ai déjà été appelé dans des universités à faire des cours sur l'eau, notamment à Marseille, à l'université de Lumini, où des étudiants en biologie m'ont demandé, ils avaient lu mes livres, ou quelques-uns avaient plus ou moins feuilleté tout ça,
On dit c'est curieux, on fait de la biologie, on ne nous parle jamais de l'eau. C'est ahurissant. Alors, ça remonte ça il y a 3-4 ans, je pense, oui, à peu près. Donc à Marseille, je suis invité à l'université par les étudiants. Pas du tout les professeurs, bien entendu. Dans un amphi, où il y avait tous ces étudiants en biologie, puis il n'y avait pas que ça, il y en avait d'autres aussi, de différentes disciplines, qui étaient venus écouter cette espèce de mec qui arrivait ahuri complètement, qui allait parler de l'eau. Personne s'y attendait. Il ne savait pas du tout de quoi j'allais parler. Mais il savait que c'était important. Et puis, il y en avait qui avaient déjà acheté mes livres, effectivement, et qui avaient lu tout ça, et ils avaient été absolument scotchés. Ils disaient, c'est incroyable qu'on nous enseigne absolument pas du tout ce que c'est que l'eau. Je leur ai dit, écoutez, actuellement, vous regardez effectivement la biologie, mais en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous dépecez un cadavre. Mais rien n'est vivant là-dedans. Vous faites une espèce de constat, une espèce de somme de petites connaissances pour savoir un peu comment fonctionne effectivement le métabolisme et tout ça. Mais à aucun moment vos professeurs vous expliquent que c'est l'eau qui va être effectivement porteur de toute cette information et comment cette eau fonctionne dans l'organisme. Ah, dis donc, on ne nous en parle jamais. Il y a l'ignorance aussi, parce que ces professeurs, ces médecins ont été formés aussi dans un système où c'était la croyance. Et c'était ça et pas autre chose. Il ne faut pas l'oublier, ils ne sont pas toujours de mauvaise foi. C'est que à partir du moment où vous traînez en quelque sorte, si je peux dire, tous les formatages que vous avez eus dans votre jeunesse, etc., par vos parents, par l'école, par tout ce que vous voulez, la politique, eh bien, il arrive un moment que c'est tellement ancré, si je peux dire, au niveau neuronal, que rien ne passe, autre que ce que vous avez appris. Et la peur, c'est de voir que ces choses-là peuvent être déstabilisées par des choses nouvelles. On voit simplement ce que l'esprit est prêt à comprendre. Voilà le problème actuellement. Donc c'est pour ça que c'est verrouillé. Donc les gens, plus rien d'autre peut rentrer qui puisse remettre en cause ce qu'ils ont déjà appris. Le problème, c'est pas de mettre en cause ce qu'on a appris, c'est de continuer justement d'apprendre, pour comprendre. Et la vie est dynamique, l'univers fonctionne d'une façon dynamique. Il n'y a rien de statique. Alors, on va revenir à ça tout à l'heure, mais pour l'instant, moi, quand j'ai fait ce discours devant ces étudiants, je leur ai dit, vous êtes dans un film où vous êtes arrêt sur image. Plus rien ne fonctionne. Alors là, alors je leur ai expliqué, j'ai dit, imaginez un seul instant que dans votre biologie, vous avez à peu près 60 000 milliards à 100 000 milliards de cellules. Bon. Ces cellules-là se renouvellent à peu près 70 fois au cours de la vie. Vous vous rendez compte qu'il y a un jeu extrêmement dynamique. Vous reconstruisez sans arrêt, avec d'autres matières, votre corps. Donc il y a un renouvellement, malheureusement. Comme on a les mauvaises informations, ce renouvellement se dégrade progressivement, et toutes vos cellules meurent, ce qu'on appelle par apoptose. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vois aussi de nombreux amis que je connais, etc., qui n'ont pas réglé leurs problèmes, et qui s'en vont, toc, ça y est, cancer, crise cardiaque, anévrisme. Alors on dit donc l'eau, effectivement, j'explique dans mon dernier livre, L'au-delà de l'eau, comment fonctionnent le cœur et le sang. Et il y a des médecins qui ont lu ça, qui m'ont dit « mais c'est incroyable ce que tu as écrit, c'est tout à fait ça, nous on ne connaît rien de tout ça ». À partir du moment où vous buvez une eau qui est super, vous n'aurez jamais de crise cardiaque, vous n'aurez jamais d'anévrisme, vous n'aurez jamais de varices, vous n'aurez jamais quoi que ce soit. Vous avez un sang qui est fluide, qui est électronégatif, donc un tuyau à l'intérieur, moi qui ai fait de la plomberie, est toujours négatif. Un négatif contre un négatif, rien ne se dépose, ça s'oppose. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est la plomberie. Bon, il suffit de le comprendre, de le connaître, et ça c'est l'eau qui va fabriquer ça. Plus cette eau-là est électronégative, donc un potentiel électronique, et plus vous serez en bonne santé. Et vous aurez vos 150 000 km de réseau sanguin qui sont alimentés sans problème, et qui alimenteront tout votre corps, avec une énergie et une conscience presque. Plus vous y mettez votre conscience, plus ça amplifie le système. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a donc un fait directif dans tout cela qui est très important. Pensez que, j'aurais dit, vous avez déjeuné à midi, etc. Eh bien, votre corps
pour pouvoir effectivement assimiler votre déjeuner, eh bien, fait à peu près entre 6 000 et 8 000 milliards de réactions métaboliques par seconde. Qui voulez-vous qu'on prenne quelque chose là-dedans? Il y a bien une intelligence derrière qui dirige tout ça. Cette intelligence-là, il faut la découvrir, il faut la débusquer et travailler avec. On ne l'a jamais appris. Alors là, les yeux sont ouverts, effectivement, c'est absolument stupéfait. On enseigne toujours, actuellement, dans toutes les universités du monde, soit la biologie, en médecine, etc., que les atomes et les molécules doivent se rencontrer, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de contact, si je peux dire, physique, entre ces molécules pour qu'elles puissent opérer une réaction métabolique. Alors que c'est faux, entièrement faux. Bon, alors on enseigne des choses qui sont complètement fausses, et que les gens ont dans la tête, il n'est pas question de parler autre chose. Bon. Alors pourquoi c'est faux? Parce qu'on a découvert avec la mémoire de l'eau, effectivement, que les réactions ne se faisaient pas en fonction des affinités physiques de ces molécules. C'était impossible. Comme disait Benveniste, il faudrait 1 an pour digérer un repas, avant que tout le monde s'y retrouve, dans ces milliards de réactions, que chaque clé, chaque serrure puisse se retrouver. C'est un travail gigantesque. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque, au contraire, il n'y a absolument aucun contact entre ces atomes, ces molécules, puisque, effectivement, la réaction se fait à la vitesse de la lumière. L'eau enregistre constamment des informations qui sont totalement virtuelles, immatérielles, fréquentielles, oscillatoires et vibratoires. On n'est que ça, au départ. Donc c'est comme ça que se construit notre corps, et qu'apparaît la matière. J'ai donc expliqué ça un peu à ces étudiants, dans les termes les plus simples possibles, parce que je ne voulais pas rentrer dans des explications trop complexes, et ils ont été complètement stupéfaits. Ça, je puis vous dire qu'ils ont dit, mais comment se fait-il qu'on ne nous apprend pas ça? J'ai dit, on ne nous apprend pas par ignorance. Il ne faut pas l'oublier que l'homme, depuis des millénaires, fonctionne dans une espèce d'obscurité totale. Il est coupé de cette intelligence de l'univers. Votre corps a cette capacité, si vous lui donnez les moyens, de se passer complètement de toute cette science, si je peux dire. Regardez les animaux. Ils n'ont pas fait d'études, ils connaissent rien, mais ils savent. Nous, c'est l'inverse. On veut comprendre, mais on ne sait rien. Donc le problème, il est là. C'est notre mental, notre arrogance, je dirais, intellectuelle, qui fait qu'on se croit supérieur. Mais non, il y a des lois dans l'univers qui sont inscrites, qui proviennent du fin fond de cet univers, de son intention et de son intelligence. Et comment découvrir précisément l'intelligence de cet univers? C'est une quête, c'est un peu la quête du Graal, comme on dit, mais beaucoup de scientifiques l'ont fait, c'est là, moi, où j'ai travaillé avec des gens absolument extraordinaires. Benveniste, bien entendu, la mémoire de l'eau, moi je l'ai connu, il est mort en 2004 et on l'a fait mourir, ce type-là, faut pas l'oublier, à l'hôpital. Benveniste était un type, au départ, qui était un scientiste pur et dur. Il croyait à rien du tout. Il était chef d'un département à l'INSERM, à Clamart. C'est là où je l'ai rencontré. Et là, évidemment, moi je lui ai offert mon premier livre, L'eau de miracle oubliée. Quand il a dit ça, c'est complètement fou votre truc, vous êtes quoi vous? Etc. Et puis, c'est incroyable, ce livre a fait son chemin dans sa tête. Parce que c'était un type qui était honnête avec lui-même. Honnête avec lui-même et avec les autres. Donc il a dit, ça remet en cause beaucoup de choses, ça. Moi j'étais très matérialiste, je considérais que la matière avec ça qui comptait. On était enfermés là-dedans, effectivement, on croyait à rien, qu'à la matière, comment elle se construit. On était déjà émerveillés par l'intelligence de cette matière, parce qu'il faut voir effectivement comment les choses se construisent. Et curieusement, on est devenus amis. Il m'a invité chez lui, il habitait rue de la Gaîté, là, à Paris, et on discutait de tout ça. Et il m'a dit, mais attends, t'as entièrement raison. Moi, je m'en rends compte. Je fais des expériences sur la mémoire de l'eau. Alors, à l'INSERM, à Clamart, c'était très très mal vu. Parce que ça sentait un peu la secte, ça sentait un peu l'ésotérisme, comme on dit. Alors ça, c'est un truc épouvantable. Mais l'honnêteté et
la perspicacité de Benveniste, c'était que, effectivement, l'eau était la principale actrice, si je peux dire, de tout le fonctionnement métabolique du corps. Il fallait le démontrer. Alors, il faisait des expériences, bien sûr, et dans lesquelles il encodait l'eau de certaines informations totalement immatérielles, bien entendu. J'ai assisté, notamment à l'hôpital Bichat, à des expériences qui ont été faites avec des laboratoires américains à Chicago, où ils envoyaient par ligne téléphonique l'information de la molécule, et cette molécule-là était reçue, le message, par ligne téléphonique, dans une installation à Chicago, par des amplificateurs dans lesquels il y avait de l'eau, et on avait l'information, et quand on injectait cette eau-là à un cœur de cobaye, il avait les mêmes réactions que le cobaye à Paris qui avait reçu l'injection matérielle. Donc déjà, ça, c'est stupéfiant. Là, les Américains avaient bien compris ça. En France, c'était interdit. C'est comme ça qu'il a été obligé de démissionner de son poste de directeur de recherche à l'INSERM. Donc il a continué. Et il a continué dans les jardins de l'INSERM. Il avait une cabane Algeco. Et il avait quelques fidèles qui y restaient avec lui. Mais il me disait une chose. Il a dit, je me suis aperçu d'une chose. C'est qu'en définitive, toutes ces manipulations que j'ai faites, eh bien, de plus en plus, j'ai compris que ça fonctionnait aussi avec l'émotion humaine. Alors, vous vous rendez compte, pour dire ça, un scientifique, il faut vraiment qu'il soit courageux. Et le démontrer. Il a dit, je faisais des expériences sur la mémoire de l'eau, et il y avait des expériences qui rataient toujours, qui n'arrivaient pas à faire. Il y a des jours, il pouvait le faire, des jours, il ne pouvait pas le faire. Donc, il a cherché pourquoi. Et j'ai compris le jour où j'avais un laborantin qui faisait des manipulations, et avec lui, ça ratait toujours. J'étais obligé de le virer, enfin, de m'en séparer. Parce que, effectivement, ce gars-là avait un mental, une dynamique du mental complètement négative. Et l'opération de transfert d'informations raté. Donc il a compris qu'à ce moment-là, effectivement, la pensée était extrêmement importante. Alors il a mis du temps avant d'accepter lui-même. Mais un jour, il y a eu un grand prix Nobel qui est venu le voir, il s'appelait Charpak. À l'époque, c'était en 2000, il vient au laboratoire de Benveniste et il dit si Benveniste a trouvé exactement ce qu'il raconte, c'est une des plus grandes découvertes du siècle. Prix Nobel, monsieur Charpak, en physique. Il vient au laboratoire. Il assiste à une expérience, cette expérience réussit. Et le gars, vous savez ce qu'il a dit en partant? Je vois que ça marche, mais je n'y crois pas. Grand prix Nobel. Alors, Benveniste, les bras lui en sont tombés. Donc c'est comme ça qu'il a été démoli, petit à petit. Il y a eu toute une cabale qui a été montrée contre ça, surtout en France, bien entendu. Donc, il est mort en 2004 à l'hôpital, l'arrêt cardiaque, quoi, comme par hasard. Bon, donc tout ça montre que l'eau a ses martyrs, si je peux dire. Et je ne dis pas que j'en suis un, absolument pas, je suis toujours vivant, c'est déjà pas mal. Donc sur ce plan-là, pour moi, ça a été une grande avancée, une grande victoire, si je peux dire. Et puis il y avait aussi des gens qui sont tout de même des gens, des chercheurs du CNRS qui avaient compris ça aussi, notamment Jacqueline Bousquet, qui est une femme qui était extraordinaire, avec qui j'ai travaillé, et qui a écrit des livres remarquables justement sur la vie, la biologie, etc. Il y a eu donc tous ces gens-là qui m'ont aidé à comprendre un peu, Jeanne Rousseau aussi, etc. J'ai fait des conférences, Vinlu, ça personne ne le connaît, mais c'était lui qui est à l'origine de la mémoire de l'eau d'ailleurs. Beaucoup plus que Benveniste. Benveniste n'a fait reprendre que ses travaux. Et la seule chose que je lui reproche, c'est de ne l'avoir jamais cité dans ses ouvrages. Ça, c'est toujours un peu l'ego du chercheur. Hein. On plagie, et on pense que c'est soi-même qui l'a trouvé. Ça fait croire, effectivement. Donc, ça a pour moi été un grand pas, ça. Et j'ai compris que cette eau-là, effectivement, à partir du moment où en plus elle est dynamisée et purifiée,
va avoir une résonance, une amplitude considérable au niveau du corps biologique. Donc ce corps biologique n'attend que ces informations-là. Et ces informations-là, c'est pas justement de lui amener des, comment dirais-je, je sais pas quoi, moi, une choucroute garnie. C'est très bon, je suis pas contre, mais c'est une énergie, si je peux dire, qui est thermodynamique, comme on dit. Donc c'est une énergie qui est quelque part très lourde, très pesante. Elle est encore proche de la Terre, si je peux dire. Mais c'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est pas ça. Mais le problème n'est pas là, c'est que là, je vais rentrer maintenant dans une autre dimension. On va parler de cela, et qui va être l'objet de mon prochain livre. Alors, on va arriver aussi au phénomène du vortex. C'est quelque chose qui fonctionne partout dans l'univers, sous quelque forme que ce soit. Il n'y a pas simplement que le vortex d'eau. On a découvert, bien sûr, maintenant que l'univers est un système dynamique, que ce soit une galaxie ou des atomes, fonctionnent effectivement avec ce qu'on appelle des champs de torsion magnétique. C'est-à-dire que ce sont des champs de torsion, c'est les Russes qui ont découvert ça, c'est un certain Kozyrev, et qui prouve que ces champs de torsion contre-rotatoires provoquent une sorte de dégravitation, de lévitation. Il y a une espèce de rupture complète avec notre système, je dirais, physique, matériel, de la pesanteur. On est plaqué au sol, la densité, etc. et tout ça. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites qui démontrent effectivement que plus on fait tourner par exemple un système de vortex à 50 000 tours minute, c'est énorme, et à ce moment-là on dégravite complètement. La matière n'est plus du tout pesante. Et en plus, elle a une tendance à se dématérialiser. Qu'est-ce qui se passe dans un vortex? C'est que ça tourne, débarre très lentement. Au fur et à mesure où vous allez vers la pointe de ce vortex, ça s'accélère. Et mathématiquement, quand on fait les calculs, le bout du vortex a une vitesse infinie. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe vraiment dans la réalité, parce qu'il se passe un phénomène avant qui est très important, qui a été découvert par un chercheur hollandais qui s'appelle Casimir. On appelle ça l'effet Casimir. Alors, on n'explique pas, pour l'instant, on constate, c'est tout ce qu'on fait, parce que ça fait peur. Pourquoi? Apparaît effectivement, à ce moment-là, émergent plus exactement des électrons. Ah. Des électrons et des photons. Ces deux particules sont en fait les reines de l'univers. Elles n'appartiennent pas vraiment à notre espace-temps, elles n'y font que des apparitions, mais c'est grâce à l'intelligence de ces électrons et de ces photons que la matière se construit, la matière vivante en particulier. Donc c'est ça qu'il faut comprendre quand je vous dis qu'on a 6 000, 8 000 milliards de réactions métaboliques par seconde. Tout ça, c'est grâce à un potentiel électronique. Si vous avez une pauvreté, enfin tout du moins un manque au niveau électronique, vous êtes effectivement dans la décadence totale au niveau biologique. Il n'y a aucun problème. Donc tout ça, il y a eu un type absolument génial, incroyable. Il est mort trop tôt aussi, on l'a fait un peu disparaître, c'est Louis-Claude Vincent. Alors Louis-Claude Vincent, c'est un type qui était déjà avant la guerre connu. C'est un gars qui faisait partie aussi de l'Académie des sciences, etc. Et il avait remarqué que les gens qui buvaient une certaine eau, notamment dans des villes sous lesquelles passaient des lignes électriques, eh bien, curieusement, en faisant un recensement de ces populations, statistiquement parlant, ces gens faisaient beaucoup plus de cancers que les gens qui étaient en dehors. Bon, déjà, ça l'interrogeait, tout ça. Donc il s'est aperçu quelque part que l'eau qu'on buvait, effectivement, avait une information qui était négative. À partir de là, il est parti sur toutes sortes de réflexions, Louis-Claude Vincent, et il a défini, et là il y a encore des cassettes de ses conférences, il a défini effectivement que l'eau, effectivement, était pratiquement primordiale
pour avoir une santé au niveau biologique qui soit parfaite. Donc cette perfection, il fallait la chercher, une fois de plus, à travers des paramètres électriques qui ont été tout à fait déterminés, qui sont les paramètres de la bioélectronique. Bon, moi je l'ai appris, cette bioélectronique, je l'ai même enseigné, etc. Et c'est vrai que ces paramètres-là, en fait, tout le secret, c'est à la fois, d'une part, dans l'oxydation de cette eau, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle l'oxydation de l'eau? C'est tout simplement le fait qu'il y a un oxygène toxique, qui est l'oxygène est un grand dévoreur d'électrons. Ça a l'air de rien, mais toutes les eaux qui nous sont servies actuellement, surtout les eaux même minérales en bouteille, et surtout les eaux distribution urbaine, sont des eaux qui sont complètement oxydées, donc qui sont appauvries au niveau électronique. Si bien qu'on est sur un terrain de maladies automatiquement. Et toutes les grandes maladies de civilisation, on les a tout à fait repérées sur des graphiques qui sont faits par la bioélectronique. Louis-Claude Vincent a donc trouvé ces paramètres en question et il a pu faire des analyses, des remarques, etc. où on a compris que l'eau, dans la mesure où elle était riche, je peux dire, avec ce potentiel électronique, c'était une eau qui permettait à la vie de fonctionner. Parce que ces électrons, en quelque sorte, s'emparaient de l'organisation de toute l'information du corps. Comment tout ça fonctionne? Alors évidemment, il faut expliquer que notre corps, bien sûr, nos 60 000 milliards de cellules, en fait, ne fonctionnent strictement qu'à travers cette richesse électronique. Donc l'électron est une particule, comme tout le monde le sait, qui est une particule que, en fait, on n'a jamais vraiment compris ni saisi, on la connaît pas. Un électron, on connaît sa vitesse, mais on ne connaît pas sa position. Quand on connaît sa position, on ne connaît pas sa vitesse, donc il ne fait effectivement qu'apparaître dans notre espace-temps, et pourtant c'est cet électron qui va être le grand maître, je dirais, au niveau de la direction, du fonctionnement de notre biologie. Et comme un électron est rempli de photons, on est aussi lumière. Donc actuellement, il y a toute une biologie qui se développe à partir de cela, savoir que notre corps fonctionne avec ces deux particules, et une fois qu'on a bien géré cela, et à travers l'eau, bien entendu, eh bien, Louis-Claude Vincent a démontré qu'on retrouvait une espèce de régénération du corps. Et toutes ces maladies industrielles, si je peux dire, de notre civilisation, eh bien, la plupart du temps, on voit très bien sur les graphiques, qu'elles se situent sur des coordonnées sur lesquelles, effectivement, les cancers fleurissent, les crises cardiaques, etc., et toutes ces maladies de civilisation industrielle. Donc actuellement, il y a une accélération de ces maladies-là. Hein, le cancer, notamment, qui est effectivement une sorte de rébellion du corps contre ce qu'on lui amène comme informations qui sont fausses. C'est-à-dire, c'est des informations hyper matérialistes où, véritablement, on ne se sort pas de la matière. On est dans l'athéisme complet. Athéisme veut dire au sens très large du mot, c'est-à-dire que pour elle, la mort, c'est fini, c'est terminé, on n'est plus qu'un souvenir, etc. On pleure aux enterrements, etc., etc. Donc tout ça, c'est une espèce de fonctionnement, une loi, si je peux dire même, qui n'est pas du tout vitale, puisque les médecins eux-mêmes participent allègrement à l'empoisonnement de notre corps par des produits chimiques qui n'existent pas dans la nature, et devant lequel, justement, le corps se rebelle. Donc c'est un peu peindre un tuyau rouillé, hein, ou mettre la poussière sous le tapis. C'est à peu près ça, actuellement. Donc nous en sommes toujours là, encore, effectivement, actuellement, et ça, il y a une grande révolution qui se fait de plus en plus, à savoir qu'on s'aperçoit qu'on est berné de tous les côtés. Il faut prendre, je dirais, une conscience que nous sommes une totalité de quelque chose, et non pas une parcelle de ceci, une parcelle de cela, etc., comme la science actuelle nous découpe en tranches. Donc l'eau réunit, si je peux dire, en fait, l'unité de l'homme, dans cette totalité de l'univers. Alors, qui dit univers, ça ne veut pas dire simplement notre univers physique, tel que l'on voit. Il y a d'autres, je dirais, univers qui fonctionnent d'une façon très différente. Et là, il faut rentrer dans les dimensions du temps. Alors ça, il y a une deuxième méconnaissance actuelle, au niveau même mondial. Non seulement l'eau n'est toujours pas connue, personne ne connaît l'eau, ne comprend l'eau, personne n'en parle. Et en plus, la deuxième chose, c'est effectivement
comment fonctionne le temps. Et c'est pareil, actuellement, personne ne s'y reconnaît dans le temps, chacun a sa définition. C'est extrêmement complexe, et plus on est dans la complexité de ce temps, moins on comprend le temps. J'ai travaillé, ça fait déjà une quinzaine d'années presque, avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est maintenant reconnu comme étant celui qui a défini d'une façon très claire le fonctionnement du temps. Et donc il faut lire ses livres, bien entendu, ou suivre sa formation. Et il est tout à fait reconnu dans des pays comme l'Amérique, il est reconnu en Amérique du Sud, reconnu en Espagne. Il faut savoir que notre corps, et que nous-mêmes, nous vivons dans les 3 temps en même temps. C'est-à-dire le présent, bien sûr, qui est le curseur, le futur et le passé. Donc ces 3 temps-là sont des temps, le temps présent c'est le seul temps dans la conscience, si je peux dire. Les autres sont des temps imperceptibles, mais qu'on traîne toujours avec nous. C'est un peu comme les anciennes lampes électriques qui marchent sur 50 Hz, qui s'éteignent, qui s'allument 50 fois. On ne voit qu'une lumière continue. Ben là c'est pareil. Pourtant quand elle s'éteint, il y a effectivement quelque chose d'imperceptible qui passe. Donc ça c'est le courant donc, alternatif bien entendu, mais c'est pareil pour le temps. Donc on vit dans ces 3 temps en même temps déjà. Donc on est déjà dans une totalité de quelque chose dont on n'a absolument pas la maîtrise et la connaissance surtout. Les anciens connaissaient beaucoup mieux les choses. Donc pour que le futur et le passé existent, il faut qu'il y ait un présent. Et le présent, effectivement, c'est un peu le curseur, si je peux dire, qui avance, qui avale du futur, qui est potentiel, donc qui n'est pas encore actualisé, et qui rejette sous forme de passé, qui lui est stabilisé à tout jamais. Mais ce passé, c'est toujours pareil, encore faut-il que ce passé, nous ne le revivions pas sans arrêt. C'est ce que font les gens la plupart du temps, ils ne sont pas débarrassés de tout le formatage qu'ils ont eu dans leur jeunesse, etc. Et ils sont dans des conflits avec des gens qui appartiennent au passé, dans notre famille, etc., dans vos relations, etc. Donc d'où cette espèce de, malgré leur bonne volonté, ils n'arrivent à rien. C'est toujours l'échec, c'est toujours l'éternel recommencement, parce que, effectivement, ils réactualisent ça, si je peux dire, en projetant du futur, qui revient toujours de la même façon que le passé. Donc les gens sont enfermés dans une boucle infernale, et c'est pour ça que l'humanité actuellement vit cette façon-là. Le mérite de Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est de l'avoir effectivement mathématisé. Le temps fonctionne suivant un dédoublement qui est constant chez nous. Ce dédoublement du temps permet effectivement de pouvoir vivre dans plusieurs temps à la fois. Comprenez, une fois pour toutes, que, et ça c'est la physique quantique qui nous l'a fait découvrir, à savoir que nous sommes cailloux, si je peux dire, dans un monde, et ondes dans un autre monde. Donc nous sommes déjà 2 entités différentes, mais étant donné que le caillou n'est qu'une résultante de l'onde, n'oublions pas. Alors, vous savez qu'on l'utilise tous les jours, cette fonction-là. Dans toutes les nouvelles technologies que l'on fait, on appelle ça l'effet tunnel. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est quand tu veux amplifier un signal, par exemple, en électronique, on fait passer des électrons qui disparaissent instantanément dans une autre dimension et va ramener l'information du futur pour amplifier ce signal. C'est ça l'effet tunnel. Donc on l'utilise, mais on sait pas du tout comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de blanc qui est évidemment un temps immédiat qui est très court. C'est des millionièmes de secondes, mais ça suffit de comprendre que pendant ce millionième de seconde, eh bien, l'électron est dans un autre espace-temps qui n'a rien à voir avec le nôtre et qui ramène l'information de ce futur pour que la chose soit utilisable. Donc, il y a une chose qui est le plus important, c'est que nous, toute notre pensée, à chaque fois que l'on pense à quelque chose, c'est ça le plus important, eh bien votre pensée va toujours se projeter dans le futur. D'ailleurs, c'est toujours vers le futur que ça va. Et cette pensée-là, elle va s'actualiser tôt ou tard. Parce qu'actuellement, le drame, c'est que le potentiel de l'humanité, de ses futurs, est exécrable.
Alors, donc, là, je rentre effectivement dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons actuellement sur la planète Terre. Je veux situer un peu le problème dans les dimensions dans lesquelles nous vivons. Si on écoute la télévision, les scientifiques, etc., on est toujours à imaginer qu'on est les seules intelligences qui fonctionnent dans l'univers. On est toujours en train de rechercher, en envoyant des sondes, si sur un astéroïde, il n'y aurait pas une bactérie qui démontrerait que la vie existe ailleurs. On en est toujours là. Alors tout ça, c'est un énorme mensonge, ou du moins ignorance totale. Il faut situer un peu ce que c'est que notre système solaire. C'est un petit soleil de banlieue qui se trouve sur un bras de la spirale d'une autre galaxie. Notre galaxie, je situe un peu sa dimension, c'est à peu près entre 200 et 300 milliards de soleils, qui fait à peu près 100 000 années-lumière de long. D'ailleurs, on la voit tout à fait en tranche l'été, c'est la Voie lactée, ce qu'on appelle. Et nous, on est complètement à l'extérieur. On n'est pas dans la densité où se trouvent vraiment les étoiles. Et cette galaxie tourne, comme toute chose, mais évidemment à une vitesse d'un temps qui est le nôtre. Mais vu dans un autre espace, ça tourne très vite. C'est ça qui est incroyable. C'est un peu comme dans mon rêve. Hein. Vous faites un rêve d'une longueur incroyable, alors que c'est un mec qui ouvre la porte dans votre chambre. C'est ça. Donc vous voyez, tout ça déjà donne des dimensions qui nous permettent de réfléchir à savoir comment ça fonctionne. Donc, cette galaxie, si je peux dire, fonctionne effectivement de telle façon qu'elle respecte aussi des cycles. L'univers respire, comme on dit. Et ces cycles-là, effectivement, on est arrivé en fin d'un cycle. À savoir que notre Soleil, effectivement, suivant des cycles bien précis qui durent à peu près 25 920 ans, donc on est à la fin de ce cycle. Et là, il se trouve que notre système solaire est en train de couper l'écliptique. Ce qu'on appelle l'écliptique, c'est l'équateur en quelque sorte de notre galaxie. Et là, à ce moment-là, on se trouve juste en face. Et depuis maintenant, maintenant, c'est officiel, en face du trou noir. Le trou noir, c'est effectivement cette galaxie qui lui permet de tirer toute son énergie de l'hyperespace, c'est-à-dire d'un monde qui est totalement différent et qui vient d'ailleurs, qui n'est pas physique. Donc cette énergie, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre, l'énergie de l'hyperespace, etc. Et c'est celle qui fait fonctionner la dynamique de tout cet univers. Que ce soit un soleil, que ce soit les atomes. Demandez à un physicien, par exemple, pourquoi nos atomes, qui sont des choses tout à fait, presque immatérielles, tournent à la vitesse de la lumière. Il ouvrira les grands yeux. Il ne saura pas. Donc, l'hypothétique Big Bang qu'il y a eu au départ, il y aurait eu à peu près 13 milliards et quelques d'années, fait que l'univers était dans cette expansion. Actuellement, il semble que l'expansion s'est arrêtée, qu'il va y avoir une contraction. Donc le temps respire. Donc notre petit soleil de rien du tout, effectivement, se trouvant dans l'axe l'écliptique de notre galaxie, reçoit directement les énergies du trou noir qui se trouve au centre. Et par conséquent, un trou noir comme ça, effectivement, modifie le temps. C'est pour ça qu'actuellement, cette sensation que l'on a, mais maintenant c'est mesurable, fait que le temps s'accélère. Alors, on dit, mais enfin les pendules, ben oui, on a fait des constats, c'est tout à fait quantifiable maintenant. Quand vous prenez une vieille pendule datant de Louis XIV, avec on tire des poids, vous savez, bon, ou même des anciennes montres, qui n'étaient pas à quartz, eh bien, on voit des différences. Quand on les met avec les montres à quartz, tout est à quartz actuellement. Le quartz, effectivement, fonctionne avec des fréquences. Donc, ces fréquences-là, effectivement, s'accélèrent actuellement. Donc, toutes nos pendules qui sont à quartz, c'est toutes les pendules du monde, hein, maintenant, eh ben, finalement, elles s'accélèrent aussi, sans qu'on s'en aperçoive.
Le temps passe plus vite et c'est toujours la même heure. Tout le monde partout ailleurs. Alors que si on prend une vieille pendule à côté, petit à petit on voit une différence. Mais ça va pas loin, bien sûr, dans notre espace-temps, etc. Mais c'est tout de même constaté. Et donc là, on a constaté avec Apollo, hein, les Américains l'ont bien calculé, et on a fait après, en faisant tourner autour de l'équateur des avions en sens inverse, il y a effectivement une différence considérable. Donc, il prouve que la vitesse, en quelque sorte, à partir du moment où vous déplacez, vous changez de temps. Donc, plus la vitesse augmente, plus vous changez de temps. Donc ça, c'est effectivement, on s'aperçoit qu'on retrouve quelque chose qui a été découvert déjà au siècle dernier. On appelle ça les jumeaux de Langevin. C'est un type qui s'appelle Langevin, qui avait déjà imaginé effectivement ce qui se passait. À savoir qu'à un instant, un jumeau qui reste sur Terre et l'autre qui prend une fusée et imagine que cette fusée arrive à une vitesse proche de la lumière. Effectivement, il reste dans sa fusée pendant 20 ans, le mec. Quand il revient sur Terre, il s'est écouté 2000 ans. Donc il n'a plus personne, c'est un peu l'histoire des visiteurs, hein, le fameux film, mais c'est pas idiot. Donc il connaît parfaitement les futurs de la planète. Donc imaginons un seul instant que pendant son voyage, il sort d'une façon subreptice pour avertir son jumeau sur la Terre en disant « je viens de revoir les futurs de la planète, c'est épouvantable, fais gaffe mon pote, faudrait peut-être faire le ménage parce qu'on va en prendre plein la gueule ». Ce qui prouve qu'à partir du moment où on est dans une vitesse quelconque, on change de temps. Et c'est comme ça que les ovnis fonctionnent. Ils changent de temps. Et n'ont pas d'espace. Beaucoup plus facile pour voyager. Ils voyagent instantanément. Quelle que soit la dimension, la distance qu'elle se trouve. Alors, j'explique tout ça dans mon prochain livre qui s'appelle La réalité ultime, et vous verrez un peu que tout ça, ces technologies-là se développent secrètement à travers justement des nations comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France aussi, les Russes, etc. Tout le monde là-dedans est bien au courant de tout ça. Et comment expliquer ça actuellement à l'homme, à l'humanité, qui n'est pas prête à écouter et à entendre et à comprendre et à accepter, je dirais, cette vérité. C'est effectivement notre relation et nos contacts avec des intelligences de l'univers. Alors là, on passe encore à un autre degré, dans lequel, effectivement, ces intelligences-là commencent timidement à prendre contact avec nous. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Tout simplement parce qu'on était incapables de pouvoir intégrer quoi que ce soit de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils comprennent, de l'intelligence dans laquelle ils sont. Alors c'est là, moi je ne veux pas trop en parler là maintenant, vous le lirez dans mon prochain livre, mais j'ai eu des contacts avec ces exocivilisations. Alors il y a toutes sortes de gens, c'est un véritable parc zoologique. Hein. Alors là, je vais m'expliquer parce que évidemment c'est dangereux de parler sur ce terrain-là, si je peux dire, surtout en France, où on a censuré tout ça, et que pour la plupart du temps, les gens qui parlent de ça sont des gens qui sont un peu dérangés, ils ont des hallucinations, et à ce moment-là, c'est un cas psychiatrique. On leur donne du Prozac et tout s'arrête. Bon. Donc, pour eux, suivant les intellectuels, bien sûr, qui sont des gens qui dirigent la pensée, si je peux dire, unique dans le monde, et surtout en France, eh bien, pour eux, c'est l'imaginaire. Hein. L'imaginaire, c'est une sorte de fabrication par des réactions chimiques du cerveau qui va expliquer effectivement tout ça. Donc, le champ de conscience, ça n'existe pas. Alors, vous avez la pire des sectes qui existent, ce sont les zététiciens. Tu as entendu parler de ça? Les zététiques, donc, ce sont des gens qui, finalement, ont tout de même leur place au Soleil, hein, ici, sur la planète, ils sont très bien considérés, parce qu'ils excluent totalement les champs de conscience. Pour eux, ça n'existe pas. Nous, on vit de façon biologique, on meurt, terminé. Il n'y a plus que le souvenir qui reste. Donc, et tout ce qui ne sait pas, rentre pas dans leur cadre, on est des sectes. Alors que c'est l'inverse qu'il faut comprendre. Bon bref, on nage dans la confusion générale. Donc, cette accélération du temps, c'est quelque chose de très important actuellement.
parce que cela, qu'on le veuille ou pas, nous oblige à changer de conscience. Parce que je parle du phénomène OVNI, bon, alors évidemment, ça fait beaucoup sourire les gens, maintenant on ne sourit plus du tout. Bon, il y a des apparitions partout. Bon, en France comme ailleurs, mais en France on n'en parle pas. Moi j'ai des photos que j'ai prises dernièrement d'OVNI. Et ça, il faut aller par exemple à Bugarache. Et là-bas, il y a des phénomènes absolument incroyables, dont j'ai des photos. Alors il se passe que toute l'information est verrouillée, bien entendu, mais là-bas c'est connu. Et moi, ça fait plusieurs fois que j'y vais là-bas et on voit des phénomènes absolument incroyables. Il y a des bases souterraines, d'infraterrestres, appelle ça comme tu veux, ou extraterrestres. On voit sortir des vaisseaux énormes. Bon, donc je te montrais les photos que j'ai prises il y a seulement 2 mois. Hein. Ce sont des vaisseaux qui font 150 mètres de long, c'est des sortes de cigares, et ça rentre dans la matière, il n'y a pas besoin d'ouverture spéciale, donc ils utilisent toutes les dernières techniques, si je peux dire, de la relativité, et surtout de l'espace-temps. Donc ils se dématérialisent, et ils passent à travers la matière. Bon, moi je les ai vus sortir, c'est absolument inimaginable. Hein. Alors ce qui se passe actuellement, il y a 2 mois, il y avait toute l'armée qui est sur place là-bas, et qui ont bouclé, effectivement, toutes sortes d'entrées, ils ont muré ça avec du béton, interdit d'y aller. D'autre part, t'as des avions, des rafales qui passent en rase-motte, et qui observent tout ça. Donc il y a une espèce de, je dirais, de relation, qui est tacite, bien entendu. Il n'est pas question d'être offensif, de considérer ces gens-là comme des gens qui envahissent, absolument pas. Ils ne sont pas là pour ça d'ailleurs. Ils observent de plus en plus la planète Terre, et je dirais ces races extraterrestres, ou extratemporaux plus exactement, sont maintenant décidés, compte tenu qu'il y a une élévation de conscience de la planète, qui est tout à fait informelle et non dite, ils sont considérés qu'il y avait une possibilité de pouvoir transférer, je dirais, leur connaissance à l'humanité. Alors évidemment, c'est gigantesque. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit. Nos voitures automobiles, nos fusées à pétrole, là, c'est ridicule. Ils sont pliés en deux quand ils nous voient se balader avec des fusées à pétrole. Hein. Ça, ils s'imaginent que la planète, que les humains vont découvrir l'espace, c'est complètement idiot. Bon, mais on nous fait croire toujours ça. Hein. Dans mon prochain livre, j'explique tout ce que j'ai pu, moi, voir, comprendre et assister. Donc, le phénomène OVNI est quelque chose qui va devenir de plus en plus, je dirais, courant. Et surtout, petit à petit, l'humanité va s'habituer à constater. Parce que j'ai fait déjà des conférences sur ce phénomène-là. Et je vois, dans toutes ces conférences, le nombre de gens qui ont vu quelque chose qui n'osent rien dire. C'est incroyable. Encore dernièrement en Suisse aussi, c'est pareil, il y a eu des vaisseaux qui sont passés au-dessus du lac de Genève, des trucs énormes. Personne n'en a parlé. Personne n'ose en parler. Et pourtant, beaucoup de gens l'ont vu. Là, j'ai fait mon enquête, j'ai dit oui, on a vu ça, on était sidérés. Parce qu'on rentre dans un état de sidération quand on voit ça. On comprend pas. C'est quelque chose... Alors, pour beaucoup de gens, ça paraissait être des apparitions d'anges ou d'êtres spirituels. C'est un peu vrai dans un sens, parce que quand on monte, il y a autant de niveaux de conscience dans ces mondes-là qu'il y en a sur la Terre, au niveau de notre planète matérielle. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. Mais effectivement, beaucoup de ces entités fonctionnent déjà dans l'immortalité. Pour eux, le phénomène physique est un phénomène tout à fait secondaire, si je peux dire. Ils peuvent effectivement se matérialiser, mais ça ne les intéresse pas beaucoup de le faire. Parce qu'ils savent ce que c'est la lourdeur, la pesanteur, la gravité, c'est la souffrance, curieusement. La matière est quelque chose qui est tombé accidentellement. Et ça, il faut lire les évangiles apocryphes, c'est expliqué ça. Hein. À l'origine, vous étiez un, vous avez fait le deux, comment allez-vous revenir dans le royaume de mon Père? Et ça, ce sont les évangiles de Thomas et de Philippe, qui sont des évangiles apocryphes qui ont été interdits par l'Église. Et l'évangile aussi de Marie-Madeleine, etc., etc. Alors, donc, si on rentre dans tout ça, on est absolument stupéfait de voir qu'à l'époque, déjà,
dit de façon symbolique, dit avec le langage de l'époque et de la compréhension de l'époque, c'était déjà dit d'une certaine façon. Et quand on retraduit ça en langage moderne, c'est exactement la physique quantique telle qu'on la trouve actuellement, qui n'est toujours pas expliquée. Alors quand on comprend rien à rien, on dit que c'est quantique. Hein. Ça c'est classique maintenant. Hein. Alors le mot quantique, il faut savoir que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Avant tout, nous sommes qu'un système qui fonctionne avec une information qui est complètement virtuelle, vibratoire, oscillatoire, etc. Et c'est comme ça que se condense petit à petit la matière. Hein. Alors là, actuellement, on fait une grande découverte. Alors, c'est pas encore dans le public, bien entendu. Tout est encore relativement caché, mais dernièrement, les Américains, comme je l'ai expliqué hier, ont envoyé une sonde vers le Soleil. Alors on dit, mais c'est complètement idiot, ça va brûler, etc. Non. Il y a une chose qui découvre actuellement, c'est que le Soleil est froid. Quelle que soit la lumière qu'il envoie. Mais c'est pas de la chaleur qu'il envoie. C'est une radiation lumineuse. Ça n'a rien à voir. Ça se confirme dans la mesure où il y a 11 stations, je dirais, avec des télescopes, qui étaient axés pour observer le Soleil, qui ont fermé. Notamment celui du Vatican, qui est un télescope qui était un des plus puissants, qui se trouve dans les Andes, qu'on appelait Lucifer. Curieux, hein? Il ne faut pas oublier que Lucifer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de même le faiseur de lumière. Donc c'est un ange déchu qui est tombé, qui s'est matérialisé. Bon, enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc vous voyez, tout ça, on va être dans une grande confusion générale en ce moment. Ça commence, vous voyez bien, au niveau politique, économique, machin, on ne sait plus où on en est. Les finances, ça ne veut plus rien dire du tout. J'explique que actuellement, effectivement, les gens du FMI, j'en connais un, qui m'a dit, mais ce qu'on fait, c'est une escroquerie monstrueuse. Ils le savent, mais on ne peut pas faire autrement, on est payé pour ça. Mais il dit, si un jour on trouve une solution, moi je fous le camp. Parce que quelque part, dans sa conscience ou son arrière-conscience, il sait qu'il fait quelque chose de dégueulasse. En fait, on prête de l'argent qui n'existe pas. Bon, ça, j'ai fait des études économiques pour savoir que ça a été décidé en 1944. Ça s'appelle les accords de Bretton Woods. Et là, on a créé ce qu'on appelle le DTS. Ça veut dire les droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire que tu vas créer de l'argent qui n'existe pas et tu prêtes avec les intérêts que tu rembourses. C'est ça. Pas autre chose. Bon, attends. Et actuellement, les banques, ils font des écritures électroniques qui n'ont rien à voir avec l'argent. Plus rien n'est gagé sur l'or comme c'était avant, etc. Et tout ça. Il n'y a plus de Banque de France, il n'y a plus rien du tout. Avant, on était maître de notre monnaie, maintenant plus rien. Tout fout le camp dans tous les sens. Au niveau des consciences, ça change complètement. Et je remarque de plus en plus que les jeunes, actuellement, ne veulent plus rentrer dans les multinationales. Ils pourraient avoir des situations splendides, mais ils savent que, quelque part, ils sont assujettis à une hiérarchie implacable, qui fonctionne d'une façon très rigide. Ils ont toujours un chef, et chaque chef a toujours un chef au-dessus de lui. On n'en sort pas. Donc tout ça, si vous voulez, ça prouve qu'actuellement, il y a une espèce de déconstruction complète de tout le système qui avait été mis en route et qui s'est emballé lui-même, et actuellement ça s'emballe. Et par l'accélération du temps, on va effectivement arriver à être devant notre propre, je dirais, image, telle qu'elle aurait dû être depuis l'origine des temps. C'est retrouver la maison du Père, comme on dit. Hein. Bon. Alors évidemment, c'est un phénomène transcendantal. C'est un phénomène qui est effectivement spirituel, quelque part. Et derrière tout ça, et là j'explique dans mon futur livre, il y a quelque chose d'énorme. On ne peut pas le définir comme de l'amour, mais c'est un peu ça. C'est une essence qui est profondément inscrite dans l'attention de l'univers. Et même un type comme Einstein en avait déjà parlé, on l'a fait taire. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, qui en ont parlé. Raymond Poincaré, vous vous rendez compte? Ce sont des gens qui avaient déjà conscience de tout ça. Mais ils étaient dans une incapacité de pouvoir l'expliquer. Et surtout, c'était considéré comme étant farfelu complètement. Donc actuellement, nous sommes devant notre propre destin qui commence à se dessiner, c'est-à-dire le vrai, celle qu'on aurait dû toujours être, c'est-à-dire la retrouvaille de nous-mêmes et de notre unité.
si on prend conscience de ça, on va avoir une force incroyable. Si on utilise l'eau avec, c'est-à-dire dans notre corps, cette eau qui est le courroie de transmission de toute cette information, vous allez amplifier progressivement votre régénération. Comme je le disais hier, les gens me disent « Mais attends, à 86 ans, tu cavales, tu fais encore un tas de trucs, tu te couches à 2 heures du matin, tu te réveilles à 6 heures, tu es toujours aussi frais et dispo. » Je dis « Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis un homme ordinaire. Je suis parti de zéro. Et c'est ça qui m'a sauvé. C'est que je ne savais rien. Donc ça m'a permis effectivement d'explorer un terrain vierge, une véritable Amazonie. Hein. Et petit à petit, j'ai trouvé des morceaux du pulse. Ça a été fait en 30 ans, ça. Hein. Des morceaux du pulse, et je les ajustais les uns aux autres, et je m'apercevais que ça convergeait vers quelque chose d'immense. Et l'eau m'a poussé à faire ça. Donc c'est cette sorte de mission, comme sorte, que le destin ou l'intention de cet univers me poussait à le faire. Donc chacun a un profil, hein, et tant qu'on ne l'a pas réalisé, on va recommencer, une sorte d'expérience. Donc tout ça, c'est les phénomènes d'incarnation. Nous sommes des êtres qui fonctionnent dans l'infini du temps et dans l'éternité du temps. Donc il faut comprendre que notre entité elle-même fonctionne déjà dans ces dimensions-là. Mais on ne le sait pas. On ne nous l'a jamais enseigné, et les religions n'ont fait que perturber, et je dirais, rendre confus tout ce problème-là, puisqu'on a séparé complètement la matière de l'esprit. C'est pour ça que les curés sont jamais en bonne santé. Hein. Ils sont malades comme les autres, ils ont des cancers, ils ont des trucs épouvantables. Donc, le problème, c'est de réunir la matière et l'esprit. Ce que je pourrais dire, c'est que on va rejoindre en quelque sorte, quelque part, et vraisemblablement bon gré mal gré, quelles que soient les oppositions qu'il peut y avoir, l'origine de l'intention de cet univers qu'on n'a jamais connu, qui a été caché à l'humanité depuis des millénaires. Pas l'oublier non plus. C'est pour ça qu'on est toujours dans des guerres interminables, les vengeances, les colères, etc. Ça n'arrête pas. Donc tout ça, c'est retrouver un autre niveau de conscience qui est la véritable conscience de l'humanité, et celle qui devrait normalement fonctionner tôt ou tard sur la planète. Retrouver ce visage originel, innocente, où là-dedans il n'y a plus du tout, je dirais, l'opposition, la violence, etc. Tout ça va disparaître, malgré moi. Tout le monde ne rêve qu'une seule chose, c'est de l'amour et du bonheur. Même le pire des salauds le pense. C'est pour ça qu'il est salaud d'ailleurs, parce qu'il n'y arrive pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on a tous niché au fond de nous-mêmes quelque chose qui est caché. Mais inconsciemment parlant, tout le monde l'a. Et c'est pour ça que, actuellement, ça va donc exploser, ça. Ça c'est sûr. Moi je le vois dans les discussions que je peux avoir avec des gens qui, il y a seulement 10 ans, ça aurait été impossible de discuter avec eux. Il y a des universitaires, des gens qui sont dans les recherches, etc., même en France, hein, où c'est encore très bouché, ça, faut le dire. Mais ces gens-là ne défendent que des positions qui sont personnelles, en disant si je lâche tout, pour rentrer dans cet nouvel univers, je perds tout. Je perds ma situation, je perds ce côté honorifique que je peux avoir, académisé, etc. Et là, c'est si je peux dire, l'ego qui fonctionne à fond. Ça, c'est évident. Donc cet ego-là, il va falloir le maîtriser. L'ego est nécessaire dans notre planète, mais c'est une bête sauvage qu'il faut domestiquer par l'être. Avant tout, nous sommes un être transcendantal. Donc l'ego n'est qu'un petit serviteur, un petit chien qu'il faut effectivement domestiquer, parce qu'on en a besoin pour vivre dans la quotidienneté matérielle dans laquelle on vit. Ça, c'est évident. Donc, il ne faut pas cracher dessus, mais il faut le maîtriser. Et ça, c'est important de savoir que actuellement, les gens ne connaissent plus ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'être profond, et ils sont dirigés par l'ego, par cette espèce de volonté de puissance, par cette espèce de domination, par cette espèce du moi-je par rapport à l'être. Donc actuellement, on est dans ce point de rencontre où la vérité va être absolue. Donc on y arrive, progressivement. Moi je dis pas que j'y suis arrivé, hein. Je suis encore un être humain qui travaille sur une planète d'arrêt dense avec la matière et tout ça. Mais j'ai compris que ma biologie fonctionnait bien parce que j'y associe de plus en plus, si je peux dire, cette unité derrière, qui est l'intention de l'univers. Et surtout, je m'efforce par tous les moyens
de n'être plus dans la critique et le jugement. Les personnes à qui vous envoyez des pensées négatives, c'est vous qui en recevrez effectivement la responsabilité. C'est pas toujours la personne à qui vous envoyez le message négatif qui va être le responsable, bien sûr. C'est le jugement que l'on a sur une personne dont on ne connaît rien, si ce n'est que la surface des choses. Hein, c'est dans toutes les familles, ça, on le voit partout. Chacun discute, ah oui, lui, oh bah non, je l'aime pas, ceci, cela, etc. Enfin, c'est incroyable. Essayer de rester une demi-journée sans jugement et critique, c'est extrêmement difficile. Automatiquement, vous voyez quelqu'un dans la rue, etc. Oh, qu'est-ce qu'il a une sale gueule, etc. Enfin, c'est fugitif. Mais tout ça, ça marque émotionnellement, si je peux dire, tout un contexte au niveau, je dirais, de l'humanité. Et ça met des potentiels futurs qui sont extrêmement dangereux pour l'humanité. Nous, on s'est enfermés dans un système inimaginable. Et après, on se plaint qu'on est malheureux, qu'on est victime, etc. Évidemment, on a créé nos propres bourreaux. On les appelle. Parce qu'il faut être victime, c'est une situation qui est, comment dirais-je, qui permet de se plaindre et surtout qu'on vous plaigne. Ça, alors là, c'est magnifique. Quand on commence à se plaindre et qu'on vous plaint, ça, c'est magnifique. Vous sentez que vous êtes victime. Et là, victime de la société, victime de votre famille, victime de n'importe quoi. Et à ce moment-là, vous créez vos propres bourreaux qui s'empressent de venir auprès de vous pour vous démontrer que vous êtes victime. Alors, c'est pas étonnant. Tout ça, ça attire. Ouais, de toutes sortes de gens qui sont dans la recherche, effectivement, de se nourrir des victimes. La victime, c'était quelqu'un qui a peur, qui pleure, qui gémit. Et quand on gémit, quand on pleure, on double notre peine. Faut pas l'oublier. Hein, c'est incroyable, ce truc-là. Donc il y a tout un système, un mécanisme dont les gens n'ont pas conscience. Et c'est ça qui nous entraîne dans cette misère, cette quotidienneté où tout est pesant, lourd, fatigant, etc. Alors petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Mais on n'est pas encore à l'atteindre. On va l'atteindre, bon gré mal gré. Il va y avoir de la casse, ça c'est évident. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir, moi j'en vois partout, etc. Des gens qui sont apparemment très bien, qui sont de bonne volonté, mais quelque part ils n'ont pas réglé des choses en eux-mêmes, et surtout le passé. Le passé continue à vivre, parce qu'ils ne l'ont pas réglé, ils ne l'ont pas apaisé. Hein, c'est-à-dire que tout est en ordre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien, etc. Vous n'allez pas revivre à chaque fois le passé que vous fabriquez par vos futurs, qui se réactualisent exactement dans votre présent, et vous êtes sans arrêt dans une boucle perverse qui vous détruit complètement la santé, et puis surtout le moral. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand vous avez déjà régler le passé, ça c'est très important. Tout est calme, vous pouvez vous occuper de votre futur. Sans ça, vous ne pouvez pas. C'est ça qu'il faut comprendre. On s'aperçoit que les intelligences de l'univers fonctionnent avec ça. Et nous, on n'y est pas encore là. Hein. On est tout récent sur la Terre, hein, dans l'univers. 50 000 ans, qu'est-ce qu'on est? Alors on parle du darwinisme, les créationnistes, enfin c'est complètement... Et Darwin a dit, attendez, moi je me suis foutu de votre gueule, hein. Ce n'est qu'une théorie auquel je ne crois plus. Il l'a dit avant de mourir, ça. Donc, évidemment, on a bonne mine. Nous parlons qu'on défend du singe, strictement. Hein. Alors que c'est une affaire tout à fait différente. Qu'on ait les mêmes gènes à 98%, c'est peut-être vrai. Mais il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, c'est la transcendance. Que le singe n'a pas, bien entendu. Il n'est pas conscient qu'il est conscient. Tandis que nous, c'est la seule chose qu'on nous a donnée, c'est qu'on est conscient qu'on est conscient. Le problème, il est là. Donc c'est une latitude, une liberté qui a été intégrée, et ça provient effectivement d'une manipulation génétique qui a dû être faite il y a très longtemps dans l'espèce humaine, qui l'a permis de sortir par rapport au règne animal et végétal, et minéral même. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, on n'a pas su s'en servir. Donc, c'est un retour vers soi-même, mais en même temps, ce retour vers soi-même vous renvoie vers tout l'univers, et cet univers avec tout le monde. Tout le monde est en relation d'une façon intime et immédiate. Et ça a été démontré par toutes ces expériences qu'on a connues. Hein. Il y avait un Français qui s'appelait Aspect, qui a effectivement constaté que toutes les particules dans le monde étaient interreliées, quelles qu'elles soient. Qu'on soit sous forme de corps, qu'on soit sous forme d'esprit, etc. Tout ça fonctionne ensemble.
Donc il y a une espèce d'unité quelque part qui est très forte, et qui nous ramène vers je dirais une félicité où l'amour est présent dans tous les coins. Mais l'amour indéfinissable, c'est pas l'amour-passion tel qu'on le voit sur la planète Terre. Alors ça, on a tous les romans photos pour ça, il n'y a pas de problème. Hein, ça se lit dans les alcôves, ça. Mais ça, ça n'empêche pas de l'avoir. Mais si on a derrière, et ça c'est l'objet puisque ce livre, la réalité ultime, je le fais sous forme de roman, il y a une belle histoire d'amour et vous verrez comment ça fonctionne normalement. Et là, c'est magnifique. Là, c'est une réunion des deux polarités. Bon, c'est bien connu, le yin et le yang. Mais là, elle est vraiment expressive dans la mesure où, effectivement, vous avez un champ commun pour les deux polarités, négatives et positives, qui sont, effectivement, cette espèce de respect, d'amour que l'on a dans un même champ. Le message que je pourrais donner à ceux qui essayent de me comprendre, d'abord de lire mes livres, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont maintenant des vérités, surtout le dernier, l'au-delà de l'eau, et le prochain qui va être la réalité ultime, va expliquer effectivement comment on peut se sortir de nos situations les plus lourdes, les plus terribles, etc. Il y a des gens qui sont vraiment dans la misère, qui sont au bord de la dépression nerveuse, etc. Pensez qu'avant toute chose, vous êtes un être immortel. Vivre ce qu'on est en train de penser et le vivre le plus silencieusement possible, sans faire de prosélytisme, sans faire des gesticulations. Laissez venir à moi les petits-enfants, comme disait l'autre. Hein. Ils viennent tout seuls. Parce que vous êtes comme ça. C'est une résonance avant toute chose, de vous-même. Vous restez avec votre bonne humeur, votre sourire, votre compréhension, votre générosité. Et ça, tout ça, moins vous en dites, mieux ça marche. Et vous apercevez progressivement qu'autour de vous, les choses vont s'arranger. Et ça, c'est quelque chose d'invisible, bien entendu, qui n'est pas perceptible comme ça, mais c'est l'attitude que vous avez qui correspond à cette intention de l'univers qu'on est en train de découvrir progressivement et qui va être notre seule quête qui va se faire maintenant, très rapidement, et si on ne le fait pas, là, on va souffrir pour de bon. Donc c'est un espèce de rencontre, il n'y a pas de combat là-dedans. C'est une rencontre entre notre véritable essence et, je dirais, la matière dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, à partir du moment où on l'a trouvé, il n'y a plus aucun problème. Là, vous fonctionnez. Alors combien de temps on peut vivre, ça, on peut vivre autant de temps que l'on veut. Mais bon, nous, on n'en est pas encore là. Il faut savoir déjà une chose. L'homme est le seul mammifère qui ne vit pas 7 fois son temps de croissance. Tous les animaux le font. C'est-à-dire que le temps de croissance, nous, c'est jusqu'à 18-20 ans. On devrait vivre au moins entre 130 et 140 ans. Qu'est-ce que c'est que l'apoptose? C'est que la cellule meurt en émettant un flash de lumière, comme par hasard. Et la mort, c'est pas autre chose que vos 60 000 milliards de cellules qui envoient en même temps toute leur information par un flash de lumière. Les Américains ont fait une expérience là-dessus. Ils ont pris un mec qui était en agonie, qui allait mourir, ils l'ont mis sur une balance, ils ont vu qu'il y avait une différence de poids. C'était la lumière qu'ils ont mis. Je vous jure, c'est un truc incroyable. Enfin, le mec, on lui a pas demandé son avis. Hein. De toute façon, il n'y avait plus rien à perdre. Enfin, c'est le genre de truc inimaginable. Bon. Mais tout ça, c'est ça, la vérité des choses. C'est profondément enfoui en nous, on l'a, cette vérité. Nous sommes maîtres de notre destin. Et si on n'est pas maître de notre destin, on a à ce moment-là la fatalité. Et la fatalité, elle est créée par nous-mêmes. Point final. Donc il ne faut pas chercher toujours un bourreau, il ne faut pas chercher toujours quelqu'un d'autre. Le seul sauveur qui existe, c'est nous-mêmes.